Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, honorable assistance, chers amis, je dois remercier les organisateurs de m'inviter. Et ne m'en voulez pas trop déjà de parler d'entreprise, puisque je représente des entreprises. Mais je ne vais pas parler que de ça. Je ne vais pas parler que de ça. D'abord, je voudrais une petite rectification. Mes excuses à CSN sur notre organisation. Je préfère plutôt le terme de partenaire social et économique que patronat, parce que ça réfère à des anciennes pratiques et puis symbolise un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on les qualifie plus de partenaires socio-économiques, et avec les syndicats, nous sommes des partenaires sociaux à l'UX, donc qui sont en fait des partenaires qui sont associés à la gouvernance participative des affaires publiques en tant que force de proposition, parfois même en transaction. Vous savez très bien. Merci donc de m'apporter votre attention. Je vous propose tout d'abord de commencer par une vidéo de 3 minutes. Elle est également elle est extraite d'un interview effectué par un journaliste sur une chaîne arabe connue et qui questionne le poète syrien et philosophe syrien Ali Saïd, connu également par Adonis, et qui va s'exprimer sur le sujet des devenir de société arabe et aborder effectivement par l'angle également de l'économie et sociale et économique. On l'écoute. Merci. أنا لا أفهم ما يجري الآن في الحياة العربية. لا أعلم محللها إلا بهذه الفرضية. عندما أنظر إلى العالم العربي بكل ثرواته وبكل طاقة الأفراد الموجود منتمين إلى العرب في الخارج خصوصا، تجد المفكرين الكبار وعلماء جرة ومهندسين كبار وأطباء كبار، يعني الفرد العربي لا يقل ذكاء وعبقرية عن أي فرد في العالم، وهو متفوق لكن خارج مجتمعه. وإذا الحكم ليس على الأفراد أبدا، حكم على المؤسسات وعلى الأنظمة. فإذا كنت أنظر إلى العرب بكل ثرواتهم وبكل طاقاتهم الهائلة وأقارن ما فعله العرب خلال 100 سنة الأخيرة وما فعله غيرهم خلال 100 سنة الأخيرة، لا أستطيع أن أقول إلا أننا نحن العرب في مرحلة انقراض. يعني انقراض بمعنى أنه لم يعد لدينا أي حضور إبداعي على ساحة العالم. احنا في طريقنا ولا انقرضنا؟ انقرضنا. يعني طبعا الكم موجود والعدد البشر موجود، لكن الشعب ينقرض عندما لا تعود لديه طاقة الإبداع والطاقة على تحسين عالمه وتغيير عالمه. يعني السومريين العظام انقرضوا واليونان العظيم انقرض والفراعنة العظام انقرضوا. وأعظم وأبرز دليل على هذا الانقراض هو أننا كمفكرين لا نزال نفكر في سياق هذا الانقراض. خطير هذا. صح. وهذه الفكرية الحقيقية. نحن نشاهد عالما جديدا بأفكار لم موجودة وبسياق منتهى. يجب أن نحدث قطيعة كاملة مع هذا السياق على جميع المستويات ونفكر بعروبة جديدة وبثقافة جديدة وبمجتمع جديد. لو تصورنا أن المجتمعات العربية خلت من التأثير الغربي فيها، ماذا يبقى فيها؟ وإذا على المسلمين لا شيء، لا يبقى إلا الجامع والكنيسة، لا يبقى إلا الجامع والكنيسة والدكان طبعا التجارة.
secteurs primaires, secondaires, tertiaires dans l'économie. Comment, en quelques années, entre 2006 et 2011, le profil de notre économie a changé. C'est assez révélateur. En dépit des stratégies industrielles, des stratégies économiques industrielles, on voit que le secteur de l'industrie a perdu près de 30% en valeur relative, la part relative de l'industrie dans le poids dans l'économie, c'est-à-dire le nombre d'entreprises sur le nombre total. Et ça se reflète également en nombre d'effectifs. L'effectif a baissé. Donc, et en même temps, on pourrait s'attendre à ce que le commerce puisse effectivement prendre la relève, puisqu'on a ouvert et on a ouvert les marchés, on aurait plus de distribution. Mais au contraire, on voit que même le commerce a subi une chute, donc la part relative du commerce a baissé. Alors, le BTP s'est bien maintenu et les services ont augmenté, et c'est naturel, c'est la fameuse tertiarisation de la société. Mais quand on regarde les deux premiers schémas, on s'interroge. Pas d'industrie. Si on n'a pas d'industrie, il n'y a plus d'économie pérenne, parce que c'est l'industrie qui crée le service, c'est pas le service qui crée l'industrie. Et le second est encore plus inquiétant, parce que si le commerce baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une partie dans l'informel. Et là, on commence à se poser la question réelle de l'informel. Que représente-t-il vraiment cet informel sur le marché? A-t-on mesuré? Est-ce qu'on sait quel est son poids et quel est son impact sur la configuration de notre société? Allons plus loin. Le défi numéro 2. Le défi numéro 2, c'est qu'on a un système d'éducation et de formation qui produit un flux annuel. Chaque année, ce flux annuel produit à peu près, alors je vais aller jusqu'au bout produit à peu près entre l'éducation nationale et ses déperdictions précoces qui sont à peu près de l'ordre de 300-400 000 par an, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, nous avons en fait un flux annuel de 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Mais quand on parle de 300 000, ça c'est des statistiques officielles, oublie d'intégrer ceux qui ont moins de 15 ans. Parce que quand on a moins de 15 ans, on n'est pas dans les statistiques puisqu'on n'a pas le droit de travailler. Mais en fait, en réalité, il y a 200 000 qui ont moins de 15 ans. Donc ça fait à peu près 500 000, puisque ces moins de 15 ans ont un jour ou l'autre 15 ans. Donc nous avons devant nous à peu près 500 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, pour un marché de l'emploi qui a créé, en moyenne, selon le HGP, 150 000 emplois par an. Donc il y a un problème d'absorption de ce flux démographique. Le HCP nous indique que 75% des 156 000 emplois créés depuis une dizaine d'années, 75% ont bénéficié aux populations hommes âgés de 40 à 59 ans. Nous vont donc ces jeunes, l'informel. Regardons l'informel, donc ce secteur informel qui est pléthorique. Que représente-t-il? Ce que j'ai montré, ce que j'ai entouré en vert, c'est le secteur formel productif, c'est-à-dire celui déclaré, qui déclare ses charges sociales, qui paye ses impôts, sur qui pèse effectivement le train de vie de l'État et donc toute la charge fiscale et sociale. Avec, et j'ai oublié de le dire, 50% de taux d'inactivité, c'est-à-dire ceux qui déjà se déclarent inactifs, incapables de travailler. Cela, on ne rentre pas dans les statistiques. Au total, nous avons 2,7 millions aujourd'hui, à date d'aujourd'hui, ça c'est des chiffres de 2010, qui sont dans le secteur productif formel. Si vous enlevez 1 million de fonctionnaires et d'agents de l'État, et qu'on ne s'intéresse que au secteur privé productif, le secteur privé productif, c'est 25% des actifs. Nous sommes en face d'un marché informel, pléthorique, qui a un concurrent sans visage et qui chaque jour détruit de la valeur. Pensez à ce que disait Adonis tout à l'heure. Va-t-on aller jusqu'à faire que du commerce? Alors on va finir par avoir quelle activité? On va aller à la mosquée ou à l'église ou faire du commerce. C'est ce qui nous reste. Est-ce que c'est ça l'avenir? Je crois que non. Je crois qu'il faut qu'on vienne avec de nouvelles idées. Et c'est là où je vais quand même apporter quelques messages positifs pour dire que ces constats sont faits, mais que nous avons effectivement aujourd'hui
diagnostics qui sont faits et nous avons un certain nombre de manettes, de leviers qui nous permettent effectivement de pouvoir sortir de cette situation qui a touché bon nombre de pays arabes et qui ont provoqué tout ce que l'on sait, toute l'actualité aujourd'hui nous parle en termes de jeunes qui se débarquent qui se radicalisent et qui vont créer un certain nombre de mouvements extrémistes dans le monde, et surtout particulièrement dans le monde arabe. Alors, ce que je voulais vous montrer également, c'est le secteur productif lui-même. Le secteur productif lui-même est un secteur ultra concentré à la fois en taille, mais également concentré en taille, mais également en géographie. Nous avons l'essentiel est porté par à peu près, je dirais, la moitié des actifs sont portés par à peu près 22-23 000 entreprises. 22-23 000 entreprises, on va dire, c'est l'agglomération de Toulouse. 120 000 entreprises sont des TPE, des petites et moyennes entreprises, qui ont des actifs, en moyenne des actifs de 3 personnes. Donc dès lors, on peut s'interroger également sur notre capacité à pouvoir générer de l'emploi si nous n'arrivons pas à faire monter en valeur ces petites et moyennes entreprises vers les grandes entreprises. La problématique donc, de l'emploi se situe au carrefour de la compétitivité des entreprises, leur capacité à créer cet emploi, et au carrefour de l'employabilité des individus. C'est là où les politiques actives d'emploi s'expriment et produisent effectivement de l'emploi. Alors, si aujourd'hui, ce que j'ai évoqué spécifique au Maroc, ce que je présente là est assez générique à travers le monde. L'ensemble des systèmes éducatifs ont plus ou moins commis la même erreur que je vous montre ici. Et je crois que Selhelou l'a également exprimé dans son discours. Quand vous voyez dans le temps, et dû à ces changements permanents, vous avez ça et là des fenêtres d'opportunité, des fenêtres de création d'emplois qui se produisent au niveau d'un territoire ou d'un secteur, d'une branche. Et alors, ces fenêtres d'opportunité, elles sont dans le temps. Si on n'est pas pile dans ces fenêtres d'opportunité, ben on les rate. Or, ce qui se passe aujourd'hui dans les systèmes d'éducation et de formation, nous avons une situation où on a un besoin en compétences réelles qui s'exprime. Celui-là, c'est la valeur réelle de la demande du marché. Mais derrière, nous avons effectivement des professionnels qui vont prendre un certain temps avant de l'exprimer. Puis ensuite va arriver l'ingénieur de formation pour traduire ce besoin en ingénierie de formation, en ingénierie pédagogique. Et par la suite, vous avez effectivement ce besoin va être traduit en formations qui sont délivrées, qui sont dispensées. Et puis enfin, nous avons notre compétence qui est délivrée. Alors, mis ces processus bout à bout l'un après l'autre, vous comprenez que nous délivrons, même quand on fait correctement le travail, un produit, donc une certification, un diplôme, alors qu'il est en dehors de la fenêtre d'opportunité. Ce qu'il faudrait donc faire, c'est à la fois gagner en valeur, c'est-à-dire être proche au maximum du besoin réel du marché de l'emploi, mais également gagner en coût de manière à produire juste à temps, un flux tendu, que l'on puisse mettre les mécanismes qui permettent d'être réglés de manière à ce que le système d'éducation et de formation délivre le diplôme, la compétence pour le marché de l'emploi, avec un diplôme reconnu par le marché de l'emploi. Comment cela se fait? Il y a quatre mécanismes qu'il faut mettre en place. Le premier mécanisme, c'est un mécanisme d'anticipation de la demande. On sait faire de la prospective. C'est quelque chose, c'est des experts en prospective qui savent aller mesurer et anticiper le marché de l'emploi. Et donc, ils sont capables de nous donner quelles sont les données en métier et d'écrire le besoin en termes de métier et de compétences à venir dans les 2-3 ans. Ensuite, il y a, deuxième chose, et ça c'est absolument important, la capacité à ce que l'offre de formation soit alignée à la demande. Donc ce sont des mécanismes qui vont réguler de manière à assurer une vraie qualité entre la demande et l'offre. Et enfin, il faut que l'entreprise s'implique. La formation, l'éducation n'est pas que l'affaire du pouvoir public, c'est l'affaire des partenaires sociaux, ceux qui consomment cette compétence,
cette certification et les pouvoirs publics qui jouent un rôle de régulateur au travers de deux, je dirais, processus, un processus de formation en milieu de travail, ce qu'on appelle la formation duale, l'apprentissage, etc., mais également la gestion directe et opérationnelle des établissements. Le quatrième, c'est un système d'orientation tout le long de la vie. Alors, quand vous voyez ça, et je vais conclure à travers ce dernier slide, ce que nous pouvons effectivement aujourd'hui et sur lequel on travaille avec les pouvoirs publics, c'est la mise en place. C'est la mise en place d'un certain nombre de mécanismes d'anticipation de la demande à l'échelle à la fois sectorielle et territoriale, parce que vous avez aujourd'hui des régions qui sont des gisements de création de valeur, des gisements de PIB, et qui sont peu ou pas développés. Donc il faut développer des pôles de compétitivité dans les régions, donc dans une politique de développement territorial cohérente et pertinente. Aligner l'offre et la demande, c'est-à-dire créer ce qu'on appelle un cadre national de certification. Alors le cadre national de certification, c'est un nouvel objet dans le paysage de système d'éducation, mais c'est ni plus ni moins qu'un instrument de régulation par la qualité. Je peux vous en dire deux mots, mais c'est aujourd'hui 155 pays à travers le monde utilisent le cadre national de certification pour réformer le système d'éducation et de formation. Et le Maroc a mis en place son système de cadre national de certification. Il est en cours de déploiement. Alors, qu'est-ce qui fait ce cadre national de certification? Il traduit tout simplement ce que la demande a exprimé au travers des mécanismes d'anticipation en un langage compris par l'offre. Tout simplement, en disant, voilà, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant le nombre d'heures, le contenu de cours. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat d'apprentissage. Qu'est-ce que ce monsieur sait faire à l'issue de son processus de formation? Donc vous voyez, on fait un déplacement d'un référentiel, finalement, du contenu, de la pédagogie, du nombre d'heures, vers le résultat d'apprentissage. Il fait ensuite autre chose. Il va réguler le système de formation et d'éducation à travers la qualité, c'est-à-dire qu'on va évaluer les certifications qui ont un comportement satisfaisant sur le marché de l'emploi. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a placé au cœur de la problématique l'apprenant. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'un apprenant qui a une certification puisse trouver un emploi sur le marché du travail. Je conclue dans 2 minutes. Donc vous comprenez qu'on a fait un double déplacement de référentiel, du contenu, d'accord, vers les résultats d'apprentissage, et le deuxième, du système vers l'apprenant. Et ça, c'est une révolution fondamentale dans la planète de l'éducation et de la formation. Enfin, comme j'ai dit, implication des entreprises dans l'acte de formation, au travers à la fois de la formation duale, également dans la gestion directe, et enfin, un système d'orientation académique et professionnelle tout le long de la vie d'un individu. Tout le long de la vie d'un individu, c'est-à-dire du niveau de qualification du primaire, finalement, tout le long de sa vie, avec un système d'orientation académique et professionnelle. Et donc, je vais conclure simplement par revenir sur un sujet aujourd'hui, une question que l'on débat aujourd'hui dans l'ensemble des médias, c'est le capital immatériel. Depuis le discours royal, Sa Majesté a exprimé effectivement sa volonté à ce qu'on puisse aller développer effectivement ce capital immatériel. Personnellement, je n'avais pas compris ce que c'était. J'ai essayé de comprendre ce que c'est. Et puis en fait, je me suis aperçu qu'il y a un organe, c'est du banque, la Banque mondiale, c'est un organisme international, qui dans l'évaluation de son produit intérieur brut, par habitant, intègre cette dimension capital immatériel. En fait, il est constitué de quoi? Il est constitué du capital institutionnel, du capital humain et du capital social. Capital institutionnel, c'est quel niveau d'intelligence qu'il y a dans les processus institutionnels qui la rendent plus ou moins efficace. Capital social, quel niveau de sophistication qu'il y a dans la relation sociale qui implique les individus dans la gestion de leur devenir de comité de société. Et puis le capital, pour terminer sur le capital humain, je me suis aperçu que ce n'était pas l'éducation. C'est plus que l'éducation.
C'est un peu comme un arbre. Vous avez des racines, c'est l'éducation préscolaire, qui est absente du système public aujourd'hui. Et vous avez un tronc qui est le socle, c'est l'éducation de base, qui doit être effectivement donnée aux jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi à l'âge de 15 ans, l'ensemble doit maîtriser un certain nombre de connaissances de base. Et puis vous avez effectivement le feuillage, l'arbre, qui change d'année en année, parce que les saisons passent, et puis d'année en année, l'environnement change, etc. C'est ces changements. Et ces changements, c'est la formation tout le long de la vie. Et c'est ça, en fait, la vraie question. Il faut repenser tout le système d'éducation en fonction de ces trois niveaux: racines, socle, feuillage. Et donc, c'est là le travail que l'on réalise en partenariat public-privé, dans un schéma que je vais présenter ici en conclusion, qui est dans une gouvernance, on va dire, participative et anticipative, où il y a effectivement l'emploi et la formation sont les deux roues d'un tandem, où les partenaires sociaux et économiques prennent en main leur devenir, avec le partenariat avec l'État. Et donc c'est cette gouvernance multiniveau, à l'échelle, je dirais, centrale, régionale, locale, en faisant participer l'ensemble de la société civile, qui va permettre de bâtir l'ensemble des instruments qui sont là, qui sont aujourd'hui incontournables, et avec lesquels, c'est avec ces instruments que l'on va pouvoir effectivement un jour sortir et disposer d'un vrai système d'éducation et de formation. Et je vous remercie pour votre attention.